Allô, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais discuter avec vous de comment comprendre votre transaction automobile. Euh, donc, les variables que vous devrez regarder quand vous magasinez une auto, puis les points importants à vérifier pour magasiner une auto. Dans la première partie de la vidéo, je vais juste vous expliquer des points importants. Là, exemple, c'est quoi un PDSF, des choses comme ça. Puis par la suite, ce que je vais vous expliquer en premier lieu, on va le mettre en pratique avec une vraie transaction, avec mon système informatique que je peux calculer les transactions. Vous allez voir là, les différentes choses qu'on peut faire là, ou que vous devrez vérifier pour ne pas vous tomber dans un piège, etc. Là. Parce que oui, il y a des représentants qui font des pièges. Là. En tout cas, on va les voir, là, je vais vous les expliquer. C'est vraiment pas compliqué par rapport à ça. Bon, première des choses, aujourd'hui, comme je dis, on va magasiner un char avec un vendeur. Fait que le vendeur, c'est moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ça fait 26 ans que je suis dans le domaine de la vente automobile. J'ai occupé des postes comme conseiller aux ventes, comme directeur adjoint, comme directeur commercial et comme directeur des ventes. Depuis 2016, je suis le conseiller principal pour les voitures électriques chez Bourgeois Chevrolet, qui est le conseiller numéro 1 pour les ventes de véhicules électriques au Canada. À ma connaissance, OK, je suis le seul conseiller aux ventes au Canada chez GM qui ne vend que des voitures électriques. Je ne vends pas de camions, je ne vends pas de véhicules à essence, etc. C'est sûr que à mon palmarès, j'ai des exceptions, comme je les appelle, puis souvent que mes propriétaires m'appellent de même. Là. Alors, Yannick a fait une exception, c'est parce que c'est un de mes clients qui a acheté une voiture électrique, puis il me dit Yannick, j'ai bien aimé ton service, fait que j'aimerais ça pour mon père ou pour ma femme, j'allais besoin d'un tel véhicule, tu peux-tu l'y vendre? OK, pas de problème. Je ne suis pas pour dire non, je suis quand même payé à vendre des autos, mais comme je vous dis, à 99,9%, mais c'est des voitures électriques que je vends. Première chose que vous devriez connaître, puis la première chose que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le PDSF ou le PDSM ou le PDSC. Bon, en passant, ça veut tout dire la même chose, c'est rien que la dernière lettre qui change. Là. Fait un PDSF, c'est un prix de détail suggéré du fabricant. M, c'est pour manufacturier, ou C, c'est du constructeur. Fait que d'un constructeur à l'autre, il y en a qui vont dire vous allez rencontrer un vendeur, mais moi, mon PDSC, c'est tant, l'autre, c'est mon PDSM. Puis moi, dans mon cas, c'est un PDSF. Donc, c'est un prix de détail suggéré du fabricant. Ce prix-là, OK, est dicté par le fabricant, OK, puis est identique partout à travers le Canada, OK. Donc, pour les gens qui pensent, exemple, dans le cas des voitures électriques avec les subventions provinciales et fédérales, que, exemple, au Québec, la voiture se vend plus cher parce qu'il y a des subventions fédérales et provinciales de 13 000 $ et que la voiture, exemple, dans l'Ouest canadien, qui a zéro autre que la rabais fédéral, que la voiture dans l'Ouest canadien se vend moins cher, c'est pas vrai. C'est exactement le même prix de détail suggéré du fabricant. Okay? Par contre, au Québec, l'Office de la protection du consommateur oblige les constructeurs, lorsqu'ils vont afficher le prix, que ce soit par une annonce en ligne ou etc., d'inclure tous les frais qui composent le prix de détail suggéré. Okay? Fait, qu'est-ce qui compose le PDSF? C'est le prix de base du modèle de la voiture sans aucune option. Exemple, là, je vous dis, mes exemples que vous allez avoir au fil du vidéo, c'est beaucoup par rapport aux voitures électriques, parce que comme je vous dis, c'est ça que je vends. Fait, je vais parler de qu'est-ce que moi, je connais et ce que je fais à tous les jours. Okay? Donc, le prix de base d'un modèle de la voiture sans option. Exemple, vous magasinez pour une Boat LT 2020, le modèle de base a un prix X. Okay? Là, je ne parle pas d'option, je ne parle pas de rien d'autre. Okay? Ça doit inclure aussi le transport préparation, la taxe d'air climatisé, et toutes les options qui ont été demandées par le concessionnaire lors de la commande en usine et qui apparaissent sur la facture entre le fabricant et lui-même. Okay? Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez voir un des points là, qui devient important par rapport à cette fameuse facture-là. Okay? Bon, par exemple, si vous prenez une Chevrolet Bolt EV LT 2020,
de couleur gris Nightfall, OK, avec l'option d'espace de chargement. Donc, le prix de base de ce véhicule-là, donc pour le Bolt EV LT 2020, le prix de base est de 44 998 $. OK? Le transport préparation est à 1800 $. La taxe d'air climatisée, 100 $. L'option de la couleur, c'est 495 $. Et l'option d'espace de chargement, c'est 115 $. Donc, ce véhicule-là, si c'est ça que vous magasinez, a un PDSF total de 47 508 $, plus les taxes. OK? Mais comme je dis, on ne parlera pas de taxes, rien de ça, mais c'est plus, c'est votre prix de détail suggéré. OK? Pour vous, ça sert à quoi le PDSF? Ça va vous donner quoi d'envie de savoir c'est quoi votre PDSF? Première des choses, vous allez savoir, exemple, si la voiture vous coûte 47 508 $, puis que le vendeur vous la vend 49 000, posez-vous donc des questions. Ça se peut qu'il vous la vende 1500 $ ou 2000 plus cher. OK? Je ne dis pas que c'est une pratique qu'on va voir tout le temps. Ça pourrait arriver. Donc, plus vous savez de choses, ça, c'est une chose qui est importante. Le PDSF, ça va vous éviter de vous faire vendre la voiture plus cher que ce que vous pensez. OK? Ça, c'est un. 2. Vous allez vous assurer de magasiner la même voiture avec les mêmes options que vous allez demander. Ce que ça veut dire, je reviens à mon exemple de tantôt. Si vous magasinez une Bolt LT Gris Nightfall 2020 avec l'option l'espace de chargement en arrière, c'est 47 508 $. Donc, si, exemple, vous allez dans un concessionnaire, puis pour une raison X, vous lui posez la question sur le PDSF, il vous a fait un prix, etc., puis il vous répond que le PDSF est 45 000, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK? Ou qui vous dit que le PDSF est 3, 4, 500 $ de plus, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a soit lui a mal calculé, il vous a calculé une option de plus, ou il vous a mis une option de plus, ou vous a mis une option de moins. Donc, c'est pour ça que ça devient important d'avoir le bon PDSF. S'il n'y a pas le bon PDSF, au moins qu'il soit capable de vous dire pourquoi il n'y a pas le bon PDSF versus ce que vous avez demandé. OK? L'autre chose aussi qui va devenir importante, c'est quand on fait des locations à long terme. Le concessionnaire et le constructeur et la compagnie de location vont calculer leur valeur résiduelle à partir de votre prix de détail suggéré. Donc, vous avez un prix de détail suggéré différent d'un concessionnaire à l'autre. Automatiquement, vous allez avoir une valeur résiduelle qui va être différente d'un concessionnaire à l'autre. OK? Bon. Pourquoi je vous ai dit tantôt que c'était important la facture entre le concessionnaire et le constructeur, c'est que la compagnie de location va se fier à cette facture-là pour établir le PDSF. Donc, un concessionnaire ne pourra pas booster le prix de détail suggéré du véhicule juste pour le simple fait d'avoir une plus grosse valeur résiduelle puis vous ayez un meilleur prix. Il ne peut pas faire ça. Ça va toujours en fonction de la facture. OK? Et si pour une raison X, Y, Z, j'ai mis un PDSF qui est différent de ce qu'il y a sur la facture, je dois le justifier auprès de la compagnie de location et eux autres vont dire oui, ça a de l'allure ou non, ça n'a pas de bon sens. Exemple, OK? Vous achetez une camionnette, vous faites installer une boîte dans le fond une boîte de plastique dans le fond du véhicule. Il y a certains constructeurs qui vont vous dire mais vous avez le droit d'augmenter le PDSF, donc la valeur résiduelle, parce que vous avez fait installer un bedliner dans la boîte en arrière. Ça peut être ça. Ou, exemple, vous avez fait installer des marchepieds, ou etc. OK? Mais le concessionnaire doit toujours justifier pourquoi que le PDSF n'est pas le même que sur sa facture. OK? Donc, pour résumer, comme je viens de vous dire, si votre PDSF est différent d'un concessionnaire à un autre, vous devez vous poser des questions. Et c'est la même chose pour votre valeur résiduelle si vous magasinez une location. Si elle est différente pour le même terme puis le même kilométrage que vous avez demandé, il faut vous poser aussi des questions. OK? Ça va vous éviter d'avoir des mauvaises surprises à la livraison ou, dans le cas de location, 2-3 ans après, vous n'avez pas pris le temps de lire votre contrat de location. OK? Bon. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, au niveau du véhicule d'échange. OK? Beau char. Le client voulait avoir 4000 pour ce char-là. Non, c'est des farces. Les gens se posent souvent la question, qu'est-ce qui fait que les conseils se basent sur quoi pour établir un prix d'échange? OK? Le prix d'échange, la façon que c'est établi, c'est pas vraiment compliqué. Donnez-moi 2 petites secondes, merci. C'est que il y a divers programmes informatiques qui vont être utilisés par l'évaluateur du véhicule pour se donner une idée de la valeur que ce véhicule-là vaut. OK. Les programmes informatiques que les conseillers vont utiliser, ce programme-là va faire une analyse du marché
pour un véhicule X en fonction du kilométrage, etc. Et le système informatique va lui dire, bon, tu devrais payer ce véhicule-là tel prix. En général, les gens qui achètent ce véhicule-là tel prix, on garde ce véhicule-là en inventaire X nombre de temps. Donc, il va baser par rapport à ce que ce système informatique-là va lui dire. OK? L'autre chose, si vous avez un concessionnaire qui fait vraiment son travail de façon qui est professionnelle, il ne se fiera pas juste au programme informatique, il va commencer à appeler d'autres concessionnaires ou des revendeurs. Okay? Quand on dit appeler d'autres concessionnaires, il n'appellera pas un autre GM parce que vous êtes rendu chez GM. Exemple, vous avez un Honda, il devrait appeler 2-3 concessionnaires Honda pour s'assurer de la valeur que lui voit ou que le système informatique lui dit qu'il devrait payer cette voiture-là. Okay? Ça arrive souvent que les systèmes informatiques ils ont un petit peu de retard et en appelant le concessionnaire, ça peut lui dire exactement, oui, garde, la valeur de ce véhicule-là est bonne ou n'est pas bonne. Fait que ça lui donne vraiment une bonne idée. Puis les revendeurs, mais ça, c'est des gens, c'est des vendeurs qui vont revendre des voitures usagées à d'autres concessionnaires ou à d'autres cours de véhicules d'occasion qui sont des indépendants. Fait que, en allant les deux, ça commence à te donner une très bonne idée de la valeur du véhicule qu'on a en échange. La connaissance du marché aussi, ça va aider beaucoup. C'est sûr que si ça fait 12 Bolt LT 2017 ou 2018 qui évalue dans les 24 dernières heures, il y a une assez bonne idée comment que le véhicule peut valoir sur le marché. Et finalement, le fameux Black Book. Honnêtement, là, faire des évaluations avec des Black Books, je ne veux pas dire que c'est quasi inexistant aujourd'hui, mais c'est pas bien loin. Le gros défaut du Black Book, c'est que le nom réel du Black Book, c'est le Canadian Black Book. Donc, c'est une valeur qui est faite à travers une moyenne à travers le Canada. Il y a certains véhicules qui vont se payer plus cher au Québec, puis d'autres véhicules qui vont se payer plus cher dans d'autres provinces canadiennes, puis moins cher au Québec. Donc, c'est pour ça qu'à cette heure, c'est plutôt rare que les évaluateurs vont faire affaire avec vraiment avec le Canadian Black Book pour avoir une idée de la valeur du marché. C'est vraiment dans les deux premiers. Le troisième, oui. À la longue, il se crée une expérience, puis il sait. Mais je me dis, c'est vraiment les deux premiers. Les premiers informatiques, puis les appels avec les autres concessionnaires ou les revendeurs. L'autre question qui me revient souvent, c'est pourquoi que les concessionnaires n'offrent pas le prix de vente? Le prix de revente, exemple, que vous pourriez... exemple, ouais, je comprends pas, je vois ma voiture qui est annoncée à 25 000, tu payes 22. OK? Bien, le 25 000 annoncé, ça, c'est le prix de détail. OK? Le 22, ça, c'est le prix que le concessionnaire va payer d'échange. OK? Fait qu'on va voir pourquoi un concessionnaire ne peut pas payer le prix de détail. Il y a les frais de reconditionnement, donc les frais d'inspection, les frais de réparation. Exemple, la vitre est à craquer dans le vide, le pare-brise est à craquer, le concessionnaire va voir qu'il les répare, il n'aura pas le choix. Parce que la première chose que le client va me demander en rachetant la voiture usagée, ton windshield est craqué, tu vas me le réparer. C'est la première chose qu'il va demander. Les garanties. Exemple, vous achetez un véhicule qui est un véhicule certifié du constructeur ou chez GM, ils vont dire que vous avez acheté un véhicule Optimum. Pour avoir la certification Optimum, il y a un montant qu'on doit payer chez GM. Okay? Ça va faire partie de l'inspection. Donc, le mécanicien va faire l'inspection, il faut le payer. Il y a un salaire à payer pour ça. Puis, il y a un frais à payer pour être capable d'avoir la certification Optimum chez GM. Donc, ça fait partie des frais de reconditionnement. Bon, en dehors de ça, il y a le lavage, etc. pour mettre le véhicule en condition. Faut-tu le buffer? Faut-tu, en bon français, rentrer à hausse à pompier dans le char pour réussir à relaver le char? Oui, ça va arriver qu'on rentre la hausse comme il faut dans le char pour vraiment le nettoyer comme il faut parce que ça arrive. Là. Ça peut arriver souvent, mais je l'ai vu. OK? Par la suite, il y a la publicité. OK? Chaque fois que vous voyez une petite annonce, Kijiji, les packs, Auto Hebdo, etc., peut-être pour monsieur, madame, tout le monde, ça ne coûte rien, mais pour un concessionnaire, ça coûte de l'argent. Il y a le frais de mettre cette annonce-là en ligne. Il y a le personnel à payer pour la revente, okay? Le vendeur, etc., la réceptionniste qui est là, il y a son personnel à payer par rapport à ça. Et c'est sûr, il y a sa marge de profit que lui veut faire dans la revente du véhicule. Fait que c'est les raisons principales pourquoi le concessionnaire ne peut pas payer le prix de détail. Bon, en général, un concessionnaire, entre le prix de détail et le prix d'échange ou d'achat du concessionnaire, la moyenne, OK, là, je ne parle pas d'un véhicule qui vaut 500$. Là, je vais parler d'un véhicule qui vaut 15, 20, 25 000, 30 000. La moyenne qu'un concessionnaire va payer, c'est entre 2 500 et 3 000$ de moins que le prix de revente. Et ça,
c'est en fonction de l'état de la voiture. OK? Mettons que votre voiture est très, très propre, il n'y a rien, vos pneus, tout est beau, tout est correct, le char, c'est un beau petit bijou, il est propre, 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 propre. En général, le concessionnaire va payer à peu près 2500$ de moins, OK? À 3000. À partir de là, si vous avez, exemple, j'en reviens avec mon pare-brise en avant, mon windshield a changé, mais il va déduire le prix du windshield quelque part. Vous avez un bumper craqué, il va falloir qu'il se fasse réparer. Vous avez des tailleurs qui sont finis. Bon, avec la certification, exemple, chez GM Optimum, ils vont vous dire, mais si le pneu est utilisé que plus que 4,32, faut que les pneus soient changés. Fait que c'est des frais de plus que lui va avoir dans son reconditionnement à faire. Fait que si il est pour payer la voiture, exemple, avec je vous donne un exemple, 2500$ de moins, mais il y a 2000$ de reconditionnement à faire sur le véhicule avec les frais, les lavages, les garanties, etc. Il reste 500$ de profit, il faut qu'il paye le vendeur, il faut qu'il paye les publicités. C'est pour ça, à ce moment-là, il va dire, mais moi, par exemple, je vois qu'il y a 1000$ de dommages sur la voiture, mais ça se peut qu'il paye 4000$ en bas. Okay? C'est comme ça que les concessionnaires pensent. Là. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Fait qu'en gros, par rapport à l'échange. À ce temps, pourquoi il y a une différence d'un concessionnaire et un autre concessionnaire? Okay? Qu'est-ce qui fait qu'un concessionnaire va dire, mais moi, je paye ton auto 20 000, puis l'autre est à côté, il paye à 18 000. Okay? Bon. La première question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que le concessionnaire a évalué votre véhicule physiquement parlant? Okay? Ou il vous a dit simplement un montant de ce que vous quittez le concessionnaire? Exemple, je vous mets dans une situation, vous avez rencontré un vendeur, ça fait 1 heure que vous êtes avec lui, vous avez fait un essai routier, il vous a donné un prix, etc. Et par la suite, il vous arrive, puis quand vous arrivez pour sortir, « Hey, en passant, tu paierais combien mon char, un Honda Civic telle année, tel millage? » Puis il vous répond, « Ah, moi, je paierais tant. » OK. Bon. Moi, personnellement, faire ça, là, c'est vraiment pas professionnel. De un. De deux, des vendeurs qui évaluent leur propre véhicule, c'est extrêmement rare. Okay, en 26 ans d'automobile, j'ai tout le temps eu des gens qui ont évalué mes voitures. Okay? Donc, c'est soit un directeur des véhicules d'occasion, un vendeur de véhicules d'occasion, le directeur des ventes de neuf, mais c'est quelqu'un en dehors du vendeur qui va évaluer ces véhicules-là. Okay? Oui, aussi, dans tous les jobs que j'ai faits, j'ai déjà fait ça aussi. Évaluer des chars. Il y a plusieurs années. Est-ce que le véhicule a été évalué dans les mêmes conditions? OK. J'entends quoi par condition? Sensiblement la même période de temps. OK? Si vous avez été voir un concessionnaire au mois d'octobre, puis on est rendu au mois de mars, puis vous vous basez sur la valeur qu'il vous a donnée au mois d'octobre pour dire, OK, mais il m'a donné temps où on est rendu au mois de mars, ça ne marchera pas. OK? C'est sûr qu'il y a une différence. Est-ce que quand vous avez fait évaluer votre véhicule était parfait, puis, exemple, 3 semaines plus tard, il y a un windshield à craquer? Ça va faire changer votre valeur, ça aussi. OK. Fait que donc, c'est pour ça que quand je dis est-ce qu'il a été évalué dans les mêmes conditions, c'est ça, la même condition, le même kilométrage, le même ci, le même ça, le même laps de temps. OK? Le dernier point, OK, et ça, je vais dire le mot piège parce que c'est carrément... Ben, moi, je vois ça comme ça, là, puis c'est une façon de faire. Moi, je n'ai jamais été à l'aise à faire ça. C'est que le vendeur vous a peut-être montré un prix d'échange. OK? Ça veut dire quoi? C'est que vous allez avoir souvent des représentants qui vont vous poser la question au début de votre rencontre, OK, ou quand il y avait un véhicule, vous vous attendez à quoi pour votre véhicule d'échange? Ça va arriver souvent, c'est pour lui donner une bonne idée, voir comment vous voyez ça, etc. Puis là, si vous lui dites, exemple, 8000, puis son évaluateur il dit, mais regarde, son char, ça vaut 4000, ben, il y a 4000$ d'écart à vous vendre un char. Parce que vous voyez ça à 8, puis lui, il voit ça à 4. OK? Fait que ce qui peut arriver, c'est qu'il peut commencer à jouer avec les chiffres pour vous dire, mais regardez, en fin de compte, j'ai eu 7000 votre char. Je vais dire, je pensais à 8, c'est un bon deal, je vais le changer de char. OK. Mais je vais revenir pour ça, vous allez voir que c'est pourquoi on considère un piège. Fait que c'est par rapport à ça. L'autre chose aussi que vous ne devez pas faire, c'est de baser l'achat de votre véhicule au concessionnaire X sans prendre toutes les variables. Je m'explique. J'ai déjà rencontré un client que cette personne-là me dit il y a un véhicule X à évaluer, on évalue la voiture, on lui donne 20 000 $ pour la voiture et lui me dit ben j'ai eu 23 000 ailleurs. OK. Et moi, de lui poser la question OK, mais la mensualité que vous avez eue, c'était quoi? Ce qui est important, c'est la mensualité. Ben oui, mais il me l'évalue à 23 000. Oui, je comprends. Toi, tu payes 20, donc je vais avoir une meilleure transaction. Non, il faut vous regarder l'ensemble de votre transaction au complet. Fait qu'à force de parler à ce client-là, le client n'avait jamais demandé le reste de sa transaction. Donc, lui, il basait son meilleur deal
juste avec le prix d'échange. Mais comme je dis, on va le voir après, là, je vais vous montrer. Là, il y a un paquet d'autres choses qui fait que il peut vous montrer un montant, puis en fin de compte, ce n'est pas le montant qu'il va vous payer, le réel. OK? Fait en gros, c'est pour ce qui est de ça. Autre chose, mais c'est ça, de ce côté-là, vous ne pouvez pas le prendre en considération, mais je voulais juste vous expliquer 2-3 petites choses par rapport au prix coûtant. Le prix coûtant, il y a beaucoup de gens qui posent la question, ouais, mais est-tu tout partout pareil, pardon, tu sais, je veux dire, je vais aller acheter mon char chez tel concessionnaire, c'est un gros dealer, ils vont me faire un meilleur prix, l'autre est tout petit, il ne faut pas un meilleur prix. Bon, le coûtant, là, il est partout pareil, que le concessionnaire vend 100 autos ou 2000 autos par année, c'est le même coûtant. OK? Pourquoi que c'est le même coûtant? C'est que le fabricant, il ne veut pas de créer une concurrence déloyale entre les concessionnaires. Et ils veulent, dans le fond, qu'on parte tous sur le même pied d'égalité pour la vente du véhicule. OK? À cette heure, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire, mais il vend 2000 véhicules par année, il peut se rattraper sur le volume. Oui, il peut peut-être se rattraper sur le volume, mais il ne faut pas vous oublier une chose. Si c'est un concessionnaire qui vend 2000 véhicules par année, le concessionnaire est plus gros, il va avoir un plus gros overhead. OK, donc plus d'employés à payer, la bâtisse est plus grosse, le compte de taxe est plus gros, le compte d'électricité est plus gros. Fait que c'est toutes des affaires qui fait que, en bout de ligne, peut-être qu'il n'y aura peut-être pas le meilleur prix. C'est pas un gage que le concessionnaire vend 2000 chars par année que vous allez avoir un meilleur prix. OK? Fait que, en gros, c'est par rapport à ça. L'autre chose qui revient souvent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais le concessionnaire reçoit des bonus du constructeur s'il fait ses chiffres de vente à la fin du mois. » OK. Pour avoir posé la question au propriétaire de Bourgeois Chevrolet, pour avoir été directeur des ventes dans un concessionnaire Chevrolet, OK, pour ça qu'à l'époque, je devrais dire, dans la majorité des cas, puis quand je dis majorité des cas, je parle de constructeurs, puis j'ai posé aussi la question à des gens qui travaillent chez Toyota, etc. Dans la majorité des cas, c'est, quand je peux vous dire ça, ces bonus-là sont quasi inexistants. Ça peut arriver qu'un constructeur, un mois, dit, bon, regarde, si tu vends chaque, exemple, Buick encore que tu vends, je vais te donner un bonus de 200$ du camion de plus. OK? Mais je vous dis tout de suite, là, il n'y a pas un concessionnaire logique qui va commencer à aller jouer là-dedans en peut-être en faisant un rabais. OK? Fait que c'est pour ça que fiez-vous pas à ça pour commencer à avoir un meilleur prix par rapport à tout ça. Oui, il y a des constructeurs qui fonctionnent comme ça, mais la majorité des cas, c'est ça. Puis dans la majorité des cas, quand il y a des bonus, c'est vraiment des bonus, c'est vraiment pas assez élevé pour être capable de dire, mais je vais être capable de sauver 2000, 3000, 4000$. Ça n'arrivera pas. OK? Puis, exemple, dans le cas de chez GM, pour arriver à toucher un bonus par véhicule vendu, il y a un paquet de critères que le concessionnaire doit faire mensuellement parlant, qui n'a aucun rapport avec le département des ventes, les ventes de véhicules. Ils vont vous dire, mais il faut que vous ayez vendu tant de pourcentage de garantie prolongée, il faut que vous ayez vendu, faut que vous ayez un taux de satisfaction à la clientèle de X en pourcentage, etc., pour avoir à la fin un petit bonus pour dire, OK, mais j'ai eu tant de bonus dans le mois. OK? En gros, c'est à peu près ça. C'est qu'est-ce qui m'a été expliqué. Les fameux rabais et les cadeaux de vendeur. Bon. Est-ce que les rabais du constructeur, c'est des rabais qui sont réels ou pas? Bon, ça veut dire en bon français, est-ce qu'il a boosté son prix de vente pour être capable de vous donner un rabais de plus? OK? N'oubliez pas une chose. Votre prix de détail suggéré, OK, lui, il dicte le prix que le constructeur veut vendre cette voiture-là. OK? Donc, si en début d'année, exemple, on revient avec mon Bolt, tu es à 47 508, il n'y a aucune augmentation de prix dans l'année, OK? Parce que ça peut arriver au fil du temps, le taux de change monte un petit peu, puis il y a une petite augmentation de prix, ça peut arriver. Mais on ne parle pas d'une affaire de 2-3 000$. Là. On parle d'une affaire de 150, 200$, 300$, mais pas plus que... C'est bien rare, c'est beaucoup, c'est plus que ça. Donc, il n'y a aucune augmentation de prix dans l'année. Fait que ce soit la première journée, que ce soit le premier véhicule arrivé au Canada ou le dernier véhicule vendu au Canada, le prix de détail va rester le même. OK? Donc, est-ce que le rabais du constructeur est réel ou pas? Oui. OK? Ils sont réels. Exemple, si je prends une boat au mois de mars 2021, aujourd'hui, il y a un rabais de 2000$ qui est applicable sur une boat et le PDSF est encore à 47 508$. Donc, GM donne un rabais de 2000$ sur ce véhicule-là.
Est-ce que les rabais du constructeur coûtent de l'argent au concessionnaire pour vous donner le rabais? Pardon. Non. Exemple, le 2000 $ qui est GM donne pour la boîte, comme je viens de vous dire, ça coûte moi personnellement, en tant que vendeur, en tant que concessionnaire, ça me coûte 0 $ vous le donner. Ça me fait même plaisir de vous le donner parce que ça ne vient pas de mes poches. OK? Exemple, quelqu'un qui a, exemple chez GM, quelqu'un qui a un rabais, pardon, un rabais des héros. Dans son cas à lui, un rabais des héros, c'est quelqu'un qui est, mettons, policier, pompier, répartition du 911, ambulancier, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé comme professionnel, Forces armées canadiennes, un vétéran, ils ont le droit à un rabais de 1000$. Ça non plus, ça ne coûte pas une scène au concessionnaire de vous le donner. Donc, c'est pour ça que ça va arriver souvent, vous allez rencontrer des représentants, tout dépendant de la marque où vous êtes, puis ils vont vous mettre à poser des questions. Bon, vous faites quoi comme travail? OK, vous êtes ci, vous êtes ça. Vous travaillez pour quelle compagnie? Parce qu'il y a certains constructeurs qui vont vous donner des rabais parce que vous travaillez pour une compagnie XYZ. OK? Dans le cas de GM, c'est le cas. Là. OK? Il y a à peu près au total au Canada, il y a à peu près 5000 compagnies qui ont le droit à des rabais comme ça. Là. OK? Pour leurs employés. Fait que, tu sais, quelqu'un qui vous dirait, exemple, je ne veux pas dévier de mon affaire, là, mais exemple, quelqu'un travaille chez Pratt & Whitney pour GM, il y a un rabais de plus. OK? Fait que c'est toutes des choses comme ça. C'est pour ça que des fois, vous allez rencontrer des représentants qui posent beaucoup de questions par rapport à tout ça. Des fois, les gens sont un petit peu, pourquoi tu me poses toutes ces questions-là? Je viens juste voir pour un prix. Je ne veux pas te dire qu'est-ce que je fais dans ma vie. T'sais, c'est bien correct, vous avez le droit. Là. C'est juste que le vendeur essaie de vous trouver des rabais que ça ne lui coûte pas d'argent. Fait que c'est des sous de moins dans vos poches. Dans un cas comme ça, vous voyez vraiment qu'il essaie de vous donner un meilleur prix pour votre transaction. OK? Dans le fond, il se donne la peine d'essayer de vous vendre un char. Fait que c'est simple de même. OK? Comme j'ai dit, dans la majorité des cas, OK, le coût est de zéro. Ça peut arriver dans certains cas, OK, que le constructeur décide de faire un spécial X. Vous allez comprendre ce que je m'en vais, là. OK, un spécial X, un rabais, par exemple, de 750$, puis il va dire au concessionnaire, je te donne, moi je paye 500, tu payes 250. OK. Exemple. Chez GM, il y a quelques années, GM donnait un rabais de 750$ pour tous les gens qui s'inscrivaient au centre d'auto de Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, peu importe. Là, il y avait une liste de... Puis quand le client allait s'inscrire, il avait le droit à un rabais de 750$ sur l'achat d'un véhicule, exemple, s'il faisait l'achat avant le 31 mars. Mais il y a 500$ que GM payait, puis il y a 250$ que le concessionnaire payait. Mais ça, c'est vraiment chez GM, là, c'est vraiment l'exception. Le restant du temps, ça ne coûte jamais une scène au concessionnaire pour vous donner un rabais. Les cadeaux de vendeur. Est-ce qu'ils sont réels ou non? OK? Je vais vous mettre ça très simple. OK? Un cadeau de vendeur, là, ça n'existe pas. OK? Vous allez voir tantôt, là, quand on va regarder la transaction, là, qu'est-ce qu'on peut faire, mais vous allez comprendre ce que je m'en vais quand je dis que ça n'existe pas. Exemple. Dans votre négociation, le vendeur vous dit, regardez, je vais faire une affaire avec vous, je vais vous donner les 4 pneus d'hiver gratuits, ou vous lui demandez d'avoir les 4 pneus d'hiver gratuits. OK? Bon. Le vendeur, lui, pour vous donner les 4 pneus d'hiver gratuits, il va se rendre au département des pièces, il va demander, j'ai besoin d'avoir 4 tires sur ce véhicule-là. Exemple, il vous a dit que vous donnez 4 Bridgestone Blizzak, ou vous avez demandé 4 Bridgestone Blizzak. Il rentre au département des pièces, il dit, ça me prend 4 Bridgestone Blizzak, grandeur 17 pouces, tel ci, tel ça. Le département des pièces va lui dire, ça coûte tant. Le vendeur va dire, mais non, je les ai donnés à mon client, charge-moi les pas. OK. Fait que là, le département des pièces va appeler son distributeur, va dire, ben, donne-moi des tailleurs d'hiver. Il dit, on les a pas chargés à mon client. Puis le distributeur va appeler Bridgestone, va dire, donne-moi des tailleurs d'hiver parce que le concessionnaire ne l'a pas chargé au client. Vous voyez que ça n'a pas de sens, ce que je viens de vous dire là. Hein? Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part dans la chaîne d'approvisionnement qui va payer les pneus. Donc, les Bridgestone vont les vendre au distributeur, le distributeur va les vendre au concessionnaire, puis le département des pièces va le vendre au département des ventes. OK? N'oubliez pas une chose, que les gens pensent que le département des ventes, on va avoir un meilleur prix au niveau des pièces, au niveau du service, parce que c'est un département des ventes, etc. Non. Zéro open bar. Techniquement parlant, c'est je vous donne vous achetez des pneus d'hiver ou je vous donne des pneus d'hiver. À la base, c'est qui va profiter des pneus d'hiver? C'est le client. Donc, c'est le client qui les a achetés d'une façon ou d'une autre. OK? Donc, si les pneus d'hiver coûtent au client normalement directement au comptoir du département des pièces 1000$, ils vont charger le département des ventes 1000$. Fait que des cadeaux, ça n'existe pas. OK?
L'autre chose, c'est que si, par exemple, pour une voiture X, la marge de profit entre le prix de détail suggéré et le coûtant qu'il a payé chez GM est, exemple, 2500$, dans la négociation, il vous dit « Je vous donne 500$ de rabais ». Et par la suite, vous lui demandez d'avoir les 4 pneus d'hiver, puis les 4 pneus d'hiver coûtent 1000. Fait qu'on est passé d'un véhicule qui avait 2500$ de rabais, de profit. Il a enlevé 500, il en restait 2000. Vous lui demandez les pneus d'hiver, il en reste 1000. Comme je vous dis, il va falloir que quelqu'un y paye quelque part. Fait que là, le vendeur aurait eu deux choix. OK? Soit qu'il vous les inclut dans votre paiement, mais en bout de ligne, vous allez les payer, parce qu'il aurait pu ne pas vous les inclure, mais baisser le prix de vente de 1000. OK? Comprenez-vous? C'est là que je m'en vais, là. Fait que les cadeaux, là, ça n'existe pas. Vous allez les payer d'une façon ou d'une autre. Parce que comme je vous dis, il y a quelqu'un quelque part, il va payer la facture du cadeau, là. Puis c'est, je vous dis, là, c'est tout le temps le client. Parce que si le vendeur ne prend en considération, il vous l'a donné, OK, et vous l'avez payé. Fait que c'est pour ça que moi, dans mon cas, le client dit « Ah, tu vas-tu me donner les tapis d'hiver? Non, je ne vous donnerai rien. Je vous donne deux choix. Je vous les inclus ou je baisse le prix de vente. Qu'est-ce que vous voulez? » Ou je vais dire carrément au client, non, regardez, moi, ce que je suis rendu, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas rien vous faire. C'est simple de même. OK? Fait que, en gros, c'est ça. Dans le réel et en regardant une transaction que vous pourriez faire avec un représentant, ça, c'est le système informatique que j'utilise pour faire calculer des prix avec les clients. Donc, le système va tout me calculer de A à Z, les taxes, tout se fait tout seul. OK? Fait que, ici, pour l'exercice, ce que j'ai fait, pardon, donc on dit cheers. Ce que j'ai fait, c'est que on a pris un modèle l'année 2020 Bolt EV, modèle de base. Donc, je vais dans ma construction de voiture ici, là. J'ai pris la couleur blanc. On voit ici que les couleurs ont des frais, là, comme je vous ai, sûrement les gens savaient, là, comme le blanc coûte rien, le bleu Oasis non plus. Et vous avez tous les équipements que je peux rajouter, puis des équipements qui vont faire augmenter le prix de détail suggéré du fabricant. Pardon. Donc, pour mon exercice-ci, j'ai pris un modèle de base. On ne mettra pas d'option. Juste pour vous montrer une chose. Si on regarde ici en bas, donc qui est juste à côté de moi, là, qui est par là-bas, donc ici, on voit que le prix de base est à 44 998, ce que je vous disais tantôt. Le transport de préparation qui est à 1800 $. L'option qui est la taxe d'air climatisée, 100$. Donc, le PDSF pour cette voiture-là, pour un Bolt LT 2020 couleur blanc, aucune autre option, c'est 46 898 $. OK? Donc, c'est le PDSF du véhicule. Exemple, vous allez chez un autre concessionnaire, vous lui posez la question du PDSF et pour une raison X, Y, Z, ce concessionnaire-là, vous a calculé, exemple, l'espace de rangement sous le plancher double de l'espace utilitaire arrière ou l'option de 115$ dans mon exemple tantôt. Donc, on est rendu avec un PDSF qui vient de se rajouter ici et il est à 47 013 $. Donc, c'est là que vous, votre côté, quand vous allez magasiner, vous allez dire « Attends une minute, là, il me fait un paiement de X, mais lui, il a un PDSF plus haut. Puis son paiement est plus haut ou il est plus bas. » Fait que vous allez comprendre pourquoi peut-être que la transaction, si toutes les autres variables, on va voir les variables, si toutes les autres variables sont pareilles, pourquoi il peut y avoir une différence de prix? Parce que si, exemple, vous avez demandé d'avoir un modèle de base avec le groupe confiance numéro 1, couleur blanc, pas d'autre option de plus. OK? On tombe à un PDSF qui est à 47 693, mais là, vous avez monté le prix de 795$. Si l'autre concessionnaire ne voulait pas calculer, ben, il y a 795$ de moins parce qu'il a oublié quelque chose. Okay? Donc, c'est pour ça que, juste de vous assurer que on parle toujours du même PDSF, là, c'est super important. Okay? Donc, comme je dis pour mon exemple, on va prendre le modèle de base, on ne rajoutera pas aucune autre option de plus. Okay? Donc, le PDSF qui est ici, 46 898, là, je vais juste me changer de place. Cloc, merci. Donc, il est à 46 898 $. Le crédit ici, de 2000 $, on voit que c'est le rabais de GM, ce qu'on appelle un finance cash, parce que le client va financer. Donc, 2000 $ de rabais. Donc, la voiture coûte avant les taxes 44 898$. Dans mon exemple-ci, j'ai mis un véhicule à 10 500$ d'échange et le lien à payer est de 5 000 $. Bon. Première variable qui est importante à vérifier. OK? Puis, premier piège que certains représentants vont faire, ou
comme on dit souvent, des fois, ils sont bons à jouer sur des mots. C'est la valeur de votre véhicule d'échange. Votre valeur de véhicule d'échange, pourquoi je dis c'est important? C'est important soit de bien écouter le représentant quand il parle, ou de carrément lui poser la question. Le 10 500 $ que tu me donnes, est-ce que c'est taxes incluses ou c'est plus les taxes? Okay? Moi, personnellement, quand je vais présenter ou dire un montant d'échange à un client, je vais dire, regardez, monsieur le client, le véhicule d'échange, votre montant de véhicule d'échange que j'ai, c'est 10 500 $. OK? Plus les taxes que vous allez sauver sur ce montant de 10 500 $-là. OK? Donc, ce que ça veut dire, OK, c'est que ce que les gens, des fois, ont un petit peu misère à comprendre, OK, je vais juste faire un chiffron ici pour l'échange en 11 000, là, ça va être plus facile pour moi, là. OK? Donc, un échange en 11 000. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous n'avez pas de véhicule d'échange. Sur votre contrat de vente, vous allez payer les taxes sur un montant de 44 898 $. OK? Vous avez un véhicule d'échange de 11 000 $. On va dire, la façon que le contrat va être fait, ça va être 44 898 moins 11 000 plus les taxes. Donc, vous allez payer les taxes sur 33 898 et non sur 44 898. Donc, c'est là le fait que vous sauvez les taxes sur un véhicule d'échange ou, pour ouvrir encore une parenthèse, l'accommodation. Donc, les gens qui vont faire une vente d'accommodation, donc, ils ont trouvé leurs propres clients qui sont prêts à acheter la voiture d'échange. Ils passent par le concessionnaire. Donc, le montant du véhicule d'échange, ça va être le montant que le client va vendre la voiture à l'autre, à son client, à lui, qu'il a lui-même trouvé. OK? C'est juste une petite parenthèse comme ça, mais les ventes d'accommodation fonctionnent exactement de la même façon. Et le client qui achète la vente d'accommodation doit payer les deux taxes. Okay? La TPS et la TVQ. Okay? Puis aussi, il doit payer la TVQ sur le montant que le gouvernement évalue la voiture. Donc, ça veut dire que même si vous vendez votre véhicule 15 000 $ et le gouvernement, pour lui, le véhicule au niveau des taxes est évalué à 20 000, il va payer la TVQ sur le 20 000. Ça, c'est que ce soit une vente d'accommodation ou que vous faites une vente directement à la SAC. Ça, c'est indéniable et non discutable et non négociable par la SAC. Donc, comme je l'ai dit, vente d'accommodation ou vente directement à la SAC, le client va payer la TVQ sur le montant que la SAC évalue votre voiture. Nonobstant du kilométrage. C'est bien important. Il y a eux autres qui regardent l'année, le modèle, puis point la ligne. OK? Donc, comme je l'ai dit, ce qui est important pour venir à mi-mouton, ce qui est important de poser la question, c'est votre véhicule d'échange. Est-ce que c'est taxes incluses ou plus les taxes? Comme je l'ai dit tantôt, moi, je dis à mes clients, je paye votre véhicule 11 000 plus les taxes que vous allez sauver sur le montant de 11 000 $. Vous allez rencontrer des représentants qui vont vous dire, moi, je paye votre véhicule d'échange 12 500 $. Taxes incluses. OK? Donc, exemple, moi, dans mon cas, qui paye 11 000 $, parce que c'est ça qui va être marqué sur mon contrat, puis les taxes que vous allez sauver. Donc, 11 000 plus les taxes, qui va donner un montant total avec ce que vous allez sauver en taxes. Donc, vous allez sauver 1 647,25 $ de taxes. Donc, c'est comme si vous payez votre véhicule, pas qu'on paye votre véhicule d'échange, c'est le vendeur. Moi, dans mon cas, je commencerais à jouer ces mots, je dirais, mais je paye votre char 12 647,25 $. Là, j'ai joué ces mots parce que je dirais taxes incluses. OK? C'est pas mon genre, mais c'est pas ça que je fais. Ce que je veux vous dire, c'est que si un vendeur, exemple, dans les cas ici, si vous rencontrez un vendeur, il vous dit, moi, je paye votre véhicule 12 500 $ taxes incluses. Dans le fond, il a payé 147,25 $ de moins que moi. Ou s'il a dit, moi, je paye votre char 12 000 $ taxes incluses, il a payé 647,25 $ de moins que moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est le premier page. Puis, je vous dis, là, c'est quelque chose que vous allez rencontrer fréquemment. Ils vont vous dire, le montant taxes incluses, c'est tant. Okay? C'est une façon de présenter les chiffres pour que le chiffre a de l'air plus gros. Que si, par exemple, vous ne prenez pas votre décision tout de suite, puis vous n'avez pas vu ce qu'ils viennent de vous dire là, vous allez revenir voir le vendeur, puis en fin de compte, il va vous calculer les chiffres, vous allez dire, c'est pas ça que j'avais vu. C'est pour ça. OK? L'autre variable à vérifier qui est vraiment importante, c'est votre lien à payer à la banque si vous avez un lien à payer. Donc, si vous allez voir un concessionnaire et le concessionnaire vous pose la question, il vous reste combien à payer, puis vous lui dites 5 000 $, vous allez voir un autre concessionnaire et l'autre concessionnaire prend le temps d'aller sortir le solde qui a à payer à votre institution financière. S'il est capable de le sortir, normalement, si votre véhicule est financé directement à une banque, il est capable de le sortir. Si c'est financé, exemple, chez Toyota Crédit ou Ford Crédit, peu importe, ça c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Okay? Mais s'il est capable d'aller vérifier lui-même le solde, et, exemple, que votre vrai solde n'est pas 5 000 $,
comme l'autre concessionnaire a calculé, met, exemple, 5600$, puis lui met 5600$ là, en partant, il est 600$ trop cher. OK? Pas trop cher par rapport, il est trop cher versus l'autre concessionnaire qui a fait qui vous a calculé un prix. Mais lui, il a la bonne transaction dans les mains, parce que c'est les bons chiffres qu'il a calculés. OK? Parce que le concessionnaire est obligé de payer le solde qui vous reste à payer. S'il ne paye pas au complet, la banque va aller chercher l'argent dans votre compte direct et je pense pas que ça va vous faire votre plaisir. OK? Fait qu'en gros, c'est ça. L'autre chose qui est importante à vérifier, c'est les frais de concessionnaire. OK? Bon. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ah oui, bon, là, c'est une autre affaire, ils chargent des frais de dealer, les concessionnaires sont là pour faire de l'argent avec les kits. Bon. Je ne suis pas ici pour débattre du fait qu'ils ont-tu droit, ils ont-tu pas le droit, si tu correct, si tu pas correct. La seule chose que moi, je vais dire, c'est que ces frais-là, moi, je les inclus dans tous les versements que je donne à mes clients, sont toujours inclus. OK? Donc, mon paiement ici, qui est à 375,37 présentement, inclut le frais de concessionnaire. OK? Il y a des concessionnaires que ce frais-là, ils ne le diront pas, donc il ne sera pas inclus dans le paiement mensuel. Quand vous allez dire, OK, c'est beau, je vais prendre le véhicule, il va vous garocher le frais l'exemple de 300, 400, 500$ d'indent, puis il va vous dire, mais c'est ça. Ou, encore pire, il va vous le garocher à livraison. Alors, vous me devez un montant de 500$ pour les frais de concessionnaire. Je vous dis, acceptez-les pas. N'acceptez pas ça. S'il commence à jouer sur le fait, surtout si vous le mettez à la livraison, ça c'est... Moi, c'est carrément crasseur, j'appelle ça. Je m'excuse, là. Je vais peut-être faire pitcher des tomates par des dealers, je m'en sac, là. Mais c'est carrément crasseur. OK? Le fait de vous dire, OK, tout est beau, tout est correct, vous allez prendre le véhicule, c'est beau, puis qu'il vous garoche un frais par après, ça non plus, je trouve pas ça correct. Tu sais? Ça, c'est mon opinion. OK? À partir de là, vous faites ce que vous voulez, mais comme je vous dis, ça, c'est mon opinion. Donc, comme je dis, moi, je ne suis pas ici pour débattre du fait oui ou non, c'est si tu en as, inclus dans le paiement mensuel ou inclus dans les paiements totaux que tu vas demander à ton client. OK? Ça, c'est la variable, une autre des variables. Bon. Pour revenir au point que je vous disais tantôt que ce qui peut arriver, le concessionnaire vous montre un montant pour votre véhicule d'échange, là, on va le voir directement. Comment ça se passe. OK? Par exemple, on va retenir le fait que ici, le paiement mensuel, donc le paiement qui est à côté de moi juste là, qui est à 375,37. On va retourner ce chiffre-là. Bon. Vous allez voir un concessionnaire X, Y, Z. L'autre concessionnaire vous dit, ben moi, regardez, vous êtes une bonne cliente, vous êtes un bon client, je vais payer votre voiture, exemple, 12 000$. Vous allez dire, hey, il m'a fait une bonne transaction, j'étais à 361,68. Hey, c'est un bon prix. Moi, de mon bord, exemple, je payais votre véhicule 11 000. Donc, tiens, le 361,68. Oubliez pas l'autre, je l'ai dit tantôt, c'est un bon chiffre à retenir. Donc, 361,68. On revient sur mon véhicule. Moi, je payais votre véhicule 11 000. Mais je veux vous avoir comme client, etc. Puis je vous dis, mais regardez, moi, je vais vous donner un escompte de 1000$. Je suis encore à 361,68. Donc, on parle d'un côté qu'un concessionnaire paye 12 000 votre véhicule d'échange. Je vais remettre le 12 000. OK. Il vous donne 0 escompte. On est rendu à 361,98. L'autre concessionnaire, comme je vous ai dit, il lui paye 11 000 votre char. Mais il vous donne 1000$ d'escompte. Je suis encore à 361,68. Je vais aller encore plus loin que ça. Il y a un concessionnaire qui paye 10 000 votre char. Mais lui, il veut vraiment vous avoir comme client, puis il vous donne 2000$ d'escompte. Je suis à 361,68. C'est là quand on dit qu'il peut vous montrer un montant. D'où là mon autre point qui est super important. Puis aucun représentant ne peut, je vais le dire comme ça, mentir sur ce fait-là. C'est le paiement mensuel qui va sortir du compte de banque du client. Donc, ici, le 361,68, peu importe les chiffres qui apparaissent en bas ici, OK? Si c'est ce montant-là inclut tous les frais de A à Z, comme j'ai dit, comme dans le cas d'un financement, ce qui est super important, puis juste pour ouvrir une parenthèse, il y a des représentants qui jouent là-dessus. Des fois, un paiement en financement doit toujours inclure les taxes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un paiement, je le répète, un paiement en financement doit
toujours inclure les taxes. Si vous prenez et vous rencontrez un représentant qui vous dit « Non, 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 c'est plus les taxes », partez à la course. Un paiement en financement, c'est toujours taxes incluses. Tout le temps. Ça fait 26 ans que je vends des voitures. Ça fait 26 ans que le paiement en financement, c'est taxes incluses. Je vous dis, partez à la course. OK? Ça, c'est un. L'autre chose au niveau des paiements mensuels. Comme j'ai dit, un représentant ne peut pas mentir sur ce montant-là parce que même si je vendrais la voiture 70 000, mais je vous donne un escompte de 30 000 puis j'arrive au même 361 ça ne changera rien. C'est qu'est-ce qui va sortir de votre compte de banque qui est important. Bon. Donc, l'autre point qui est important que c'est vous-même qui tombez souvent dans le piège parce que vous ne faites pas le calcul, puis certains représentants savent puis vont en profiter. C'est les fameux paiements aux 2 semaines ou à la semaine. OK? Ce que je vais vous conseiller, c'est que si vous magasinez pour avoir un paiement mensuel, demandez d'avoir un paiement mensuel à tous les concessionnaires que vous allez être. Si vous tombez sur un concessionnaire qui vous donne un paiement aux 2 semaines, quand vous avez demandé un paiement à la semaine, vous ne devez pas faire l'erreur suivante. Okay? Un paiement aux 2 semaines, vous ne faites pas x2. Donc, si vous donnez un paiement, exemple, de 150$ aux 2 semaines, allez pas faire 150 x2. C'est pas tout à fait de même que ça se calcule. OK? Bon. Si on prend l'exemple que j'ai ici, mon système informatique me dit qu'un paiement mensuel, ça fait un paiement de 366,64. OK? Vous allez dans un autre concessionnaire et l'autre concessionnaire vous dit « Ah, moi, je vais vous donner un paiement de 166,91. » Vous voyez, il est ici. Je n'ai rien changé dans mes chiffres. On tombe à 166,91. Si vous faites l'erreur de, je vais aller chercher ma petite calculatrice, de dire 166,91, OK, fois 2, hey, il me donne un paiement à 333,82. Il est 30$ de moins que l'autre concessionnaire. Il ne l'est pas. C'est exactement le même paiement. OK? Puis comme je vous ai dit, c'est parce que vous avez fait x2. Il y a beaucoup de représentants qui vont dire, puis beaucoup de directeurs des ventes vont dire « Ah, mais le client va faire x2 dans sa tête. » Puis en fin de compte, vous avez exactement la même transaction qu'ailleurs. OK? Donc, vous ne devez pas faire l'erreur. Juste pour vous montrer comme quoi que ce que je vous dis, c'est pas de la boîte. Si je reviens à mon paiement au mois, qui est 361,64, vous avez un paiement en 2 semaines, vous avez fait l'erreur, vous avez fait x2, mais regardez, le vrai calcul, la façon que ça se ferait, c'est 166,91 fois, il y a 2 semaines, à toutes les 2 semaines, vous faites un paiement. Donc, sur 52 semaines, divisé par 2, c'est 26. Vous allez faire 26 paiements, puis vous l'avoir d'une façon mensuelle. Donc, vous faites 12 paiements dans le mois, 12 paiements par année. Donc, vous divisez par 12, qui fait un paiement de 361,63,8. Donc, c'est 361,64. Donc, c'est ça le vrai paiement mensuel. Donc, j'en reviens en arrière dans mon système informatique, 361,64. OK? Donc, quand vous faites un paiement, comme je dis, quand vous magasinez avec un paiement aux 2 semaines, magasinez tout le long aux 2 semaines. Si vous magasinez au mois, magasinez tout le long au mois. Si vous magasinez à la semaine, magasinez tout le long à la semaine. OK? Faites pas l'erreur, comme je viens de vous la montrer, faites x2, puis exigez d'avoir le paiement mensuel si le vendeur n'arrête pas de vous donner un paiement aux 2 semaines, puis si c'est un paiement... ce que je veux dire, c'est que si le vendeur vous donne un paiement au mois, vous voulez avoir un paiement au mois, je suis rendu, je déparle, vous voulez un paiement au mois, puis le vendeur n'arrête pas de vous donner un paiement aux 2 semaines, exigez d'avoir le paiement au mois. Et faites pas x2. Puis si le vendeur fait x2, mais poussez-vous en courant. OK? Parce que c'est pas ça que ça sera pas x2. OK? Le vrai paiement dans vos poches. Oui, sur votre contrat de financement, ça va te marquer le terme qui va vous dire, peu importe, exemple de 166, dans votre tête, ça fait 333. C'est pas 333 par mois, c'est 361,64. OK? Fait que faut pas vous oublier une chose. Un paiement en 2 semaines, il y a 2 mois dans l'année, vous allez faire 3 paiements dans ce mois-là. 2 mois dans l'année, 3 paiements. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire x2. Puis comme vous ne pouvez pas faire x4 quand c'est un paiement à la semaine. OK? Paiement à la semaine, c'est vous allez faire le paiement qui vous a donné x 52 semaines divisé par 12. Si vous voulez le ramener au mensuellement parlant, vous allez arriver au même 361,64. Parce que vous allez avoir des représentants, des fois, qui vont vous dire, au lieu de vous donner un paiement de 166,91, ils vont vous dire, ah, mais moi, j'ai un paiement de 175$. Vous dites, hey, 175 x 2, c'est 350. Hey, il est 16$ de moins que l'autre dealer. J'ai une maudite bonne transaction. Non, il est plus cher.
Parce qu'on va revenir avec ma calculatrice. OK? 175 fois 26 divisé par 12, qui fait un paiement de 379,16. L'autre dealer était à 361,64. Donc, le 16$ de moins par mois, il n'est pas 16$ de moins par mois, il est 18$ de plus par mois. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est des choses que vous devez faire attention quand vous magasinez votre véhicule. Tombez pas, ne vous créez pas ce propre piège, parce que ça, c'est quelque chose que le client va faire. OK? Fait en gros, ça, c'était une chose qui est très super importante à vérifier quand vous magasinez un véhicule. Le paiement mensuel qui est ici doit inclure tout de A à Z. En financement, ça doit toujours inclure les taxes. Vous avez, comme j'ai dit tantôt, vous avez un représentant qui commence à jouer sur le fait « Ah, c'était en passant, c'était plus les taxes. » Changez de dealer. C'est la seule affaire que je peux vous dire. OK? Bon. Si je prends toute la transaction qu'on a ici, OK, donc je reviens par exemple avec ma bonne transaction, 11 000, mettons, là, puis 1000 pièces d'escompte, qui vont encore me donner la même 361,68. En achat, donc un client qui dirait, moi je vais le payer cash ton char, j'enlèverais le finance qui est ici 2000, je vais mettre le remise comptant de 2000, et je vais cliquer sur mon achat comptant. Le client doit m'emmener un montant de 30 300$ et 47 sous. Je vais même dire que ce n'est pas tout à fait exact parce que mon système informatique a tendance à mettre 5 tires dans un auto qui en a juste 4. Donc, oui, en passant aussi, c'est une autre chose. Si vous achetez des voitures qui ont 4 pneus et qui n'ont pas de spare, parce que beaucoup de voitures aujourd'hui n'ont pas de spare, la taxe de pneus, c'est pas 15$, c'est 12$. On jase. Fait que si vous voyez ça sur un contrat de vente apparaître, là, vous pouvez dire au vendeur, tu as 4 tires, tu n'en as pas 5, la taxe de pneus, c'est 12$, c'est pas 15$. Fait que tu changes tes papiers ou tu me rembourses 3$ et quelques. C'est simple de même. Exigez-le, je vous le dis, là. OK? Parce que si le vendeur, le concessionnaire vend 1000 véhicules par année à 3$, il vient de faire 3000$ de plus. C'est nono, mais c'est comme ça que c'est. OK? Donc, en financement, en paiement comptant, pardon, ce client-là devrait m'amener 13 297,2. Ça inclut tous les frais de A à Z au complet. OK? Je pourrais vous donner le même exercice. Donc, un échange, on va retenir le 30 297. 12 000$ d'échange. Il ne donne aucun escompte. J'étais à 30 297,2. 10 000 d'échange. 12 000 d'escompte. Pas 12 000, 2 000 d'escompte, pardon. Mon boss ne m'aurait pas aimé. J'étais à 30 297. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est de faire attention par rapport au montant d'échange. Si par rapport, est-ce qu'il vous montre un montant, pas de montant? Et s'il vous parle, comme je reviens, là, je sais que je répète, là, et si ils vous disent le montant que je vous donne, c'est plus taxes ou taxes inclus. C'est vraiment important ce bout-là, là, parce qu'il y a beaucoup de clients qui se font, je ne peux pas dire faire avoir, mais ils se font embarquer dans le bateau, puis après ça, ils disent hey, oh, attends une minute, là, c'est pas ça que j'avais pensé, c'est pas ça que j'avais vu. OK? Donc, je vais revenir à mon financement automobile. Donc, on va remettre le montant total financé. Donc, 361,64. Donc, comme j'ai dit, ce qui est important, c'est, pour encore répéter, le PDSF, vous assurez que c'est la même voiture. Si vous mettez du comptant, vous allez avoir le même comptant. L'échange plus taxes incluses. Le lien qui soit la même chose partout ailleurs. Donc, vous allez calculer le même lien. Et que les frais soient toujours inclus dans tous les montants qu'ils vous donnent. Donc, si on regarde la location, pour mettre en pratique ce que je vous ai montré, donc on va regarder une location qui est de 24 000 km par année pour une période de 48 mois. Là, il y a une chose que je vais vous mentionner. À cause des subventions provinciales et fédérales de 13 000 $, si les gens ne le savaient pas, quand vous faites une location de 24 ou 36 mois, c'est plus 13 000, les subventions baissent. Donc, si vous pensez dire, je vais prendre le paiement qu'Yannick m'a donné sur 24-36 mois, je vais aller magasiner avec ça, ça ne marchera pas parce que, comme je l'ai dit, les subventions sont plus basses. Donc, la valeur résiduelle a toujours rapport, comme je dis, au PDSF. Donc, mon système informatique, lui, ce qu'il me dit, c'est que sur un PDSF pour une boat LT, OK, parce que le PDSF est toujours, la valeur résiduelle est toujours calculée en fonction du modèle du véhicule. Donc, pour une boat LT, qui a un PDSF de 46 898 $,
Ce que GM Financial, qui est la compagnie de location de GM, me dit, c'est que la valeur résiduelle pour ce véhicule-là est de 42% du prix de détail suggéré du fabricant. Donc, 42% de 46 898, ce qui donne une valeur résiduelle de 19 697,16 pour une location de 48 mois et pour un kilométrage annuel de 24 000 km par année qui va vous donner 96 000 km à la fin de votre terme. OK? Donc, c'est important de vous assurer toujours d'avoir le même PDSF et la même valeur résiduelle dans le cas d'une location. Bon. Concernant les versements, OK, je vais juste ouvrir une petite parenthèse là aussi. On voit beaucoup d'annonces que les concessionnaires vont faire au niveau des paiements en location à la semaine. OK, là, ma parenthèse que je rouvre, c'est par rapport à chez GM. GM ou GM Financial ne font pas de paiement à la semaine au niveau d'une location. Le but de l'annonce, c'est toujours d'avoir un petit paiement pour dire « Ah, c'est donc bien pas cher, ça me coûte 90$ par semaine. » Puis là, vous allez arriver, rentrer au concessionnaire, ils vont vous dire « Non, c'est pas 90$ par semaine parce que je ne peux pas faire de location à la semaine. » OK? Puis vous allez refaire le même exercice que le paiement de faire le fois 52 divisé par 12 si vous voulez ramener votre paiement mensuel. Aussi, vous allez avoir souvent les paiements en location qui sont annoncés, c'est toujours plus les taxes. Okay? Parce qu'il y a toujours le fait de, dans le cas d'une location, plus taxes avec taxes, etc. Là. Moi, personnellement, quand je donne un paiement au client, c'est toujours taxes incluses. Et, comme je dis, mais il y a certains représentants qui vont vous dire plus taxes. Ils vous diront jamais, ils vont vous le dire, mais ils ne vous diront pas personnellement si c'est plus les taxes. Ils vont vous dire, bon, c'est 263,59. Fait que là, rendu là, vous allez prendre pour acquis c'était taxe incluse. Quand vous allez les rappeler, dire, OK, c'est beau, ben non, c'était plus les taxes. OK? Fait que ça, c'est une chose à regarder. Donc, le paiement que vous recevez, est-ce que ça inclut les taxes ou c'est plus les taxes? Ça, c'est première des choses au niveau d'un paiement en location. La deuxième des choses sur un paiement en location, ce qui devient important, c'est que même sur votre contrat de location que vous avez signé, si c'est inscrit, exemple, 286,37, vous allez voir que sur votre contrat, c'est marqué, exemple, 263,59, puis le montant des taxes par la suite, exemple, dans le cas ici, 22,78, à cause du véhicule d'échange. Donc, il ferait 286,37. Ce que je veux vous mentionner, ouvrir la parenthèse, c'est que un paiement en location, si le gouvernement décrète une baisse de taxes, votre paiement mensuel va baisser ou votre paiement en 2 semaines va baisser. S'il augmente les taxes, votre paiement en 2 semaines va augmenter ou votre paiement au mois va augmenter. OK? Donc, c'est toujours en fonction des taxes au moment de votre paiement mensuel que les taxes sont calculées. Fait que même sur votre contrat de vente, c'est marqué ça. C'est les taxes au moment du paiement qui sont actuellement au moment du paiement qui vont calculer. OK? Fait que c'est pour ça des fois que quand les taxes baissent, il n'y a personne qui appelle au conseil et dit « Hey, comment ça que mon paiement a baissé? » Mais quand les taxes montent, là, on a reçu 86 000 téléphones pour dire « Hey, comment ça a augmenté? » Il faut à toutes les fois l'expliquer. C'est la raison pourquoi c'est fait comme ça. OK? C'est pas nous autres qui fait les règles pour ce bout-là, c'est le gouvernement. Fait qu'en gros, c'est ça pour le paiement en location. Donc, ça revient toujours, comme je disais tantôt, PDSF, véhicule d'échange, le lien est-tu bon, les frais sont-ils inclus, c'est taxes incluses ou plus les taxes. Si vous avez magasiné partout avec un paiement mensuel, demandez un paiement mensuel. Si vous demandez un paiement en 2 semaines, faites pas x2. Il fait le calcul à x2, courez. Mais faites pas x2, faites x26 divisé par 12. Donc, exemple, le paiement mensuel qui serait à 2,86,37 ici, si on ferait un paiement aux 2 semaines, il serait à 132,30, incluant toutes les taxes de A à Z. Fait que c'est par rapport au paiement en location. Un autre petit point qui est important, c'est quand vous magasinez d'un concessionnaire à un autre concessionnaire, pour que vous soyez capable à tête reposée de vérifier vos variables, de vérifier la transaction totale, comment elle est faite, comment elle est construite, etc. Demandez d'avoir un document imprimé. OK? Avoir un prix sur une carte d'affaires d'un vendeur ou avoir un paiement sur une carte d'affaires d'un vendeur, vous ne pourrez pas vérifier bien les variables que je vous explique depuis tantôt. OK? Donc, d'avoir un document imprimé. Fait qu'exemple, dans mon cas, moi, si j'imprimerais un document, ce qui arriverait, c'est que tout ce que vous voyez à l'écran ici, le client aurait
le document pour qu'il puisse regarder à tête reposée à la maison si ça fait son bonheur ou pas. C'est simple comme ça. Ça, c'est par rapport à un document écrit. Autre point, je sais que pour certaines personnes, c'est dépassé. Puis honnêtement, oui, c'est dépassé parce que moi, j'ai jamais cru à ça. C'est tout ce qui s'appelle vente à pression. Dépêche, 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 sing, 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 sing. Le deal va changer. C'est un deal que je fais juste pour toi. Regardez là. OK. Une vente à pression, c'est des tactiques pour vous, comme vous dites, pour vous mettre une pression, pour vous sentir l'urgence de signer. OK? Bon. Si vous vous retrouvez en fin de mois, OK, vous allez au concessionnaire, il est le 31 mars, exemple. Le concessionnaire ferme à 9h. Il est 7h30 le soir. Bon. La très grande majorité des concessionnaires, ne savent pas si le programme se termine le 31 mars, exemple, au niveau des taux d'intérêt, des rabais, etc., ne savent pas ça va être quoi le rabais que le constructeur va appliquer à partir du lendemain matin. OK? Donc, pour lui de vous dire, dépêchez-vous, on ne sait pas le programme, il va te changer demain, il va te faire ci, il va te faire ça. Bon, c'est vous, là, si vous êtes à l'aise ou pas à l'aise là-dedans. Mais par rapport à ce qu'il va vous dire, si qui ne connaît pas le programme demain, etc., je vous dis tout de suite, c'est extrêmement rare qu'on connaît le programme le lendemain. C'est très, très rare. On va savoir vraiment le lendemain quand on va rentrer, les systèmes informatiques vont se mettre à date tout seuls. Puis on va voir c'est quoi les taux, puis etc. OK? Donc, quelqu'un qui rentrerait venir me voir, exemple, le 31 mars, je vais lui dire, regardez, ce que je vous donne là, c'est là. Je ne sais pas ça va l'air de quoi la transaction demain. À partir de là, prenez la décision que vous voulez, mais c'est sûr que si la transaction demain change, je ne peux pas rien vous garantir. OK? À partir de là, le client qui prend sa décision, il décide de s'en aller. Le prix a monté, tant mieux. Le prix a descendu, tant pis. C'est pas vrai. C'est le prix a monté, tant pis pour lui. Et c'est lui qui a pris sa décision. Si le prix a baissé, tant mieux pour lui. C'est lui qui a pris aussi sa décision. OK. C'est pour ça que je vous dis, mais d'arriver avec une vente à pression en plein milieu du mois, j'ai un acheteur, dépêchez-vous, j'ai un acheteur pour vous, on a une liste de clients pour votre véhicule d'échange. Je connais aucun concessionnaire qui garde une liste de clients pour un véhicule XYZ. Je connais pas ça. C'est pas vrai. Je connais pas ça. J'ai jamais vu ça. J'ai travaillé dans plusieurs concessionnaires. J'ai jamais vu ça. C'est toutes des tactiques de vendeurs pour vous mettre une pression pour dire ça presse, ça presse, ça presse. Moi, quand je vous dis, comme j'ai toujours dit, un véhicule, c'est pas un investissement, c'est une dépense, c'est une très grosse dépense. C'est la plus grosse dépense que vous allez faire dans votre vie. Prenez un pas de recul, regardez la transaction, pensez-y, puis rappelez le représentant par la suite. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'en gros, pour ce qui est de la vente à pression. Mon dernier point, c'est par rapport à tout. Je sais que j'en ai peut-être parlé un petit peu, là. C'est toute la relation que vous pouvez bâtir avec votre représentant. OK? Si vous avez une bonne relation avec le représentant, vous aimez l'atmosphère, vous aimez la façon qu'il vous a présenté l'auto, vous aimez un paquet de choses comme ça. Vous avez une relation de confiance face à lui. Pour une raison X, Y, Z, vous allez dans un autre concessionnaire, puis l'autre concessionnaire est 3-4 piastres de moins par mois. Prenez 5 minutes de votre temps, rappelez le représentant ce que vous avez eu, la relation de confiance qui s'est établie. Dites-lui, garde, si vous avez un document, si vous avez fait imprimer un document par l'autre concessionnaire, envoyez-le. Vous pouvez y envoyer, pas de problème, il va regarder la transaction, puis s'il veut vraiment avoir votre clientèle, il va dire, regardez, oui, je suis capable de le faire, ou non, je suis pas capable de le faire, allez-y, c'est une bonne transaction, je peux pas arriver à ça, ou regardez, j'ai réussi à avoir plus que qu'est-ce que l'autre concessionnaire était capable de faire. OK? Il ne faut pas vous oublier une chose, que la très grande majorité des représentants ne sont pas capables de prendre une décision finale par rapport au prix qu'ils vont vous donner. Okay. Il va falloir toujours qu'il passe par un directeur des ventes ou un directeur adjoint, etc. Okay. L'automobile est faite comme ça. Il y a des exceptions dans l'automobile. Exemple, où ce que je travaille, j'ai pas de directeur des ventes. Okay. C'est nous autres, comme je dis souvent, mon petit bureau, c'est ma petite business, puis je connais le jeu que les propriétaires vont me dire. Ils vont dire, Yannick, garde, c'est ça qu'on fait ça, puis c'est le même que ça marche, puis merci, bonjour, arrange-toi. Après ça, arrange-toi, fais ça comme tu veux. Je veux que le client soit satisfait, puis je veux pas en entendre parler.
Fait que c'est simple comme ça. Fait que moi, j'ai aucun directeur des ventes à aller voir, ou aucun propriétaire me dit en passant, y a-tu moyen? Non. Ma décision, je la prends dans mon bureau, puis elle est faite comme ça. Mais comme je vous dis, c'est une exception, là, OK? Mais la très grande majorité ne peuvent pas prendre une décision par rapport au prix final du véhicule ou sur un véhicule d'échange, ou etc. Il va falloir tôt que... Ce que vous voyez souvent, où des fois les gens vont me dire « Ah, mais si je me suis levé, il est allé se lever 4 fois, il est revenu, il a joué avec la game de hockey, peu importe. » Ça peut jaser la game de hockey, comme ça peut jaser votre transaction, mais c'est toujours le fait de ça. Il ne peut pas prendre une décision par rapport à ça. D'autres tactiques qui peuvent exister, des fois vous allez rentrer en concession, vous allez rencontrer une hôtesse ou la réceptionniste, elle va vous demander avoir un véhicule d'échange à faire évaluer, vous allez répondre à la question oui. Bon, en attendant que je vous trouve votre représentant, laissez-moi les clés de la voiture, les enregistrements puis le kilométrage. Il y a quelqu'un qui va aller voir votre véhicule en attendant de. C'est le fun de gagner du temps, là. Mais pour connaître des concessionnaires qui font ça, que je ne nommerai pas, OK, et j'en connais dans plusieurs marques de véhicules, quand vous voulez quitter pour une raison X, Y, Z, parce que vous n'êtes pas entendu avec le concessionnaire, vous voulez quitter, c'est très dur d'avoir vos enregistrements si ce n'est pas un directeur des ventes qui vient vous parler ou un directeur adjoint qui vient vous parler pour essayer de fermer la transaction puis vous signer avec lui. Je vous dis tout de suite, là, c'est un des trucs de vente qui existent dans le domaine de l'automobile. Dernière petite chose. Vous allez voir aussi souvent des concessionnaires qui vont faire des ventes privées. Ces concessionnaires-là vont dire ont eu des prix spéciaux du constructeur pour faire ces ventes privées-là. Ils n'ont pas de spéciaux des constructeurs. Le constructeur ne fera pas un spécial juste pour ce concessionnaire-là parce qu'il fait une vente privée à ce concessionnaire-là. Ça veut dire que le concessionnaire qui est, exemple, qui est à 10 km ou qui est l'autre bord du pont, que lui ne pourra pas faire la même transaction, je vous dis tout de suite, ça n'arrivera pas. OK? Oui, peut-être ce concessionnaire-là va faire un meilleur prix que d'habitude, mais ce n'est pas un rabais du constructeur qui a de plus qu'un autre n'aura pas. Ça va arriver aussi souvent que vous allez avoir des gens qui vont se présenter sur place, ils vont dire on est mandaté par le constructeur. Oui, ça se peut qu'il est mandaté par le constructeur, mais il n'y a pas de prix spécial de plus que le constructeur va lui donner. On jase. OK? Ça, c'est un autre truc de vente. Je vous dis, je ne me ferai pas d'amis avec cette vidéo-là, je le sais, là. Je peux attendre me faire appeler et me faire donner des bêtises, je vous dis tout de suite. Fait que je pense que j'ai fait pas mal le tour de la question. Sur ça, je vais vous quitter. Si vous avez des questions, des interrogations, vous allez avoir mes coordonnées à la fin du vidéo. Ou si vous allez ce que je vous demande, si vous aimez ce que je fais, vous allez voir que juste ici en bas, vous allez voir, il y a un petit logo des voitures électriques. Si vous avez un compte YouTube, en passant, ouvrez un compte YouTube, ça ne vous coûte pas une scène. Là, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, payer tant par mois, là, ça vous coûte 0$. Vous avez un petit compte YouTube, vous ouvrez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Puis en vous abonnant à ma chaîne, il y a une petite cloche qui va apparaître. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Fait qu'à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne, vous allez recevoir un courriel pour vous dire que j'ai mis un nouveau vidéo en ligne. Fait que sur ça, l'autre chose aussi, j'ai oublié de vous mentionner, vous avez pas des questions, mais vous avez peut-être des... Ah Yannick, ce serait le fun que tu parles de telle affaire, j'aurais des questions par rapport à ça, etc. Vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Si je vois que la suggestion, j'y avais pas pensé puis c'est une bonne idée, je vais le faire. Si je vois que j'ai plusieurs personnes qui me parlent de la même affaire, je vais le faire aussi. Fait que sur ça, moi, je vous quitte. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, dépendant quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo-là. Fait que moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.